L'Arctique, écrin immaculé au sommet du globe, fascine. Explorateurs, navigateurs, scientifiques, cette région n'a eu de cesse d'éveiller la curiosité. La conquête du pôle répond avant tout à une soif d'aventure. Un désir d'explorer l'incomparable. Dans le passé, nombre d'hommes y ont laissé la vie. Aujourd'hui, c'est sans doute ses conditions rudes et son accès difficile qui la protègent encore. En provenance du Groenland, ce voilier navigue vers le Svalbard. Il s'appelle Nanook, l'ours blanc en inuit, comme un hommage à sa destination. Situé au nord de la Norvège, l'archipel du Svalbard, dont l'île principale se nomme Spitsberg, compte plus d'ours que d'humains. À bord de Nanook, un équipage scientifique multiculturel s'élance sur les traces d'une des premières expéditions scientifiques polaires. En 1928, le brillant explorateur italien Umberto Nobile survola le pôle Nord à bord du dirigeable Italia qu'il avait construit. Cet ingénieur avait conçu et piloté le premier ballon à avoir survolé le pôle Nord. Pris dans un épais brouillard, le gigantesque dirigeable s'écrasa sur la banquise. La mission scientifique, qui était de collecter un maximum de données sur l'Arctique, se transforma en cauchemar. 6 hommes périrent, emportés par l'enveloppe de l'engin. 10 autres se retrouvèrent échoués sur la banquise. Ils organisèrent un camp de fortune qui leur permit de tenir presque 2 mois sur la glace dérivante. Un élan de solidarité hors du commun se mit en place pour les retrouver. Des hommes de toute nationalité partirent à la recherche des survivants de l'Italia. 55 jours après le crash, 8 rescapés furent secourus. Le but de l'expédition Polar Quest est d'atteindre la dernière position connue de l'aéronef. Alors Gianluca, comment as-tu estimé ces positions? L'idée de base est que le ballon, dans sa dernière trajectoire, essayait de rentrer à la baie du Roi. Il volait à 2 moteurs à ce moment-là, ce qui lui donnait une vitesse de croisière de 80 km/h dans l'air. Maintenant, la vitesse au sol a été mesurée quelques minutes avant le crash, et elle était de 54 km/h. Peter, le capitaine, et Gianluca, le géographe, prévoient 3 semaines de navigation pour arriver à leur objectif et peut-être localiser l'épave du dirigeable. Ils ne sont pas certains d'y arriver car la zone est difficile d'accès. Située à plus de 81 degrés de latitude nord, elle est habituellement recouverte de banquise. Donc le challenge maintenant est juste d'essayer de trouver la meilleure option entre les différentes possibilités afin de déterminer notre zone de recherche. Donc l'idée serait d'aller à l'endroit du premier message SOS. Ensuite, vers le nord jusqu'au 82e parallèle, puis de continuer vers le sud. Mais localiser l'épave de l'Italia n'est pas le seul but de l'expédition Polar Quest. Dans le même esprit que Nobile, l'équipage s'est fixé des objectifs scientifiques ambitieux. Échantillonnage de microplastiques, étude des rayons cosmiques et encore cartographie 3D. L'expédition de Nobile est une inspiration pour nous, surtout du point de vue scientifique, parce que ce fut le premier laboratoire scientifique volant au pôle. On est à bord un équipage motivé par la même passion d'aventure, de découverte, de pousser les limites, mais aussi un équipage qui fait de la science à bord, tout comme l'Italia.
Il s'agit de routes qui sont peu fréquentées, donc peu documentées, donc qui nécessitent des campagnes. Et puis il s'agit de zones qui sont éloignées des sources de pollution, donc elles présentent toute une série d'intérêts du fait de leur éloignement, pour mieux comprendre les mécanismes de transfert et d'accumulation des polluants dans les sédiments, dans l'atmosphère, dans l'océan. Donc il y a un vrai intérêt pour nous de venir ici. Et cet intérêt il est couplé au fait qu'on utilise un bateau passif. C'est un bateau qui émet peu de polluants. Et les deux réunis font qu'on a ici un vrai laboratoire flottant, ce qui est idéal pour faire des mesures ici dans l'Arctique. Ce voilier passif a été dessiné et construit par son capitaine Peter. Cet architecte naval, vivant entre la France et la Suisse, est un écologiste convaincu. Le concept de base, c'est vraiment l'autonomie. On a appliqué ce qu'on appelle les principes de la maison passive, c'est-à-dire la maison qui se suffit des apports de chaleur interne, le dégagement de chaleur des occupants, la cuisine éventuellement, les diverses activités pour se maintenir en température en réduisant très fortement les pertes de chaleur. On obtient ça par une très bonne isolation thermique, une bonne étanchéité de l'habitacle, une entrée protégée, donc une série d'éléments qui finalement sont assez faciles à mettre en place. Et on peut s'en féliciter parce que ce bateau aujourd'hui fonctionne avec comparativement très peu d'énergie. Ce voilier Nanook est le fruit de 5 années de travail acharné et passionné. En le construisant en partie dans le garage de sa maison, Peter en a fait une aventure familiale. Sa femme, Dolores, et sa fille Mathilde connaissent le bateau sur le bout des doigts. Et pour pouvoir embarquer 10 personnes avec lui, Peter a pensé à tout. C'est l'art de la cuisine avec peu d'eau parce que l'eau est comptée. Donc un très bon truc, c'est de bien finir les assiettes. On ne va pas jusqu'à les lécher, mais ça n'est pas loin. En fait, on a à peu près 800 litres d'eau à bord. Donc cette quantité d'eau doit suffire pour les 3 semaines qu'on passe à 10 à bord. Donc c'est comparé aux standards européens, c'est très peu. Aussi pour l'eau, il n'y a pas de robinet comme on en a l'habitude, mais une petite pompe à pied. Donc un petit coup, il y a quelques gouttes d'eau qui sortent et qui nous permettent de laver de manière beaucoup plus efficace que sous l'eau courante. Aujourd'hui, le moindre effort, c'est de ne pas fermer le robinet. Donc on a tout faux. Voilà. 15 minutes pour prendre ton quart. OK? Quand on navigue sans arrêt, c'est 2 heures chacun de nous et on est superposé avec une personne. Donc pendant notre quart, on change 2 personnes. Et la personne qui est un quart avant toi doit venir te réveiller 10 minutes, un quart d'heure avant. Moi, j'aimerais mieux être réveillée un peu plus tôt parce que vous saviez, ça prend du temps. Au niveau des jambes, on a un sous-vêtement de ski chaud, un pantalon et puis la combinaison étanche. Et en haut, pareil. Après, il y a les gants, il y a le bonnet, il y a les lunettes. On a 2 paires de chaussettes, une chaussette de ski et puis une chaussette en laine. Et voilà, après, il faut prendre la veste de sauvetage, la ligne de vie pour s'attacher à un point au bateau. Chaque fois qu'on bouge sur le bateau, on est attaché parce que le danger le plus grand à bord, c'est l'homme à la mer. Tu as vu le reste du glacier là? Oui, c'est impressionnant. C'est tout nouveau, c'est tout récent, il n'y a pas de mosse, pas de rien, c'est pas noir comme l'autre. Donc tu veux dire tout ce qui est en gris clair, c'était couvert par les glaces? Absolument. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps? Quelques centaines de mètres plus haut. Ouais.
Mais là, tu vois, c'est incroyable. Tu vois la hauteur, là, ça doit faire au C'est la moins 100 folie, mètres. c'est la Au moins folie. 100 mètres de haut. Là. Tout ce qu'on a perdu. Au cours du XXe siècle, la température moyenne du globe a augmenté de 0,7 degrés. En Arctique, sur la même période, elle a augmenté de 5 degrés. La banquise permanente de l'océan Arctique perd chaque année en surface l'équivalent d'une grande région française. Pendant des années, on a nié un peu la pollution des mers, la pollution de l'air, le réchauffement climatique. Il se trouve que maintenant, on a des messages directs qui sont envoyés. Donc, on connaît, on sait qu'il y a un virage à prendre et on doit le prendre. Passer par la recherche, par l'échantillonnage, par connaître exactement la situation, avoir la maîtrise des données de la situation, c'est le premier pas vers la recherche d'une solution. Du temps de Nobilet, les scientifiques pressentaient déjà le caractère vulnérable de ces espaces. En 1928, Nobilet écrit « Des renseignements, ne fût-ce qu'en plusieurs points de ces régions, auraient été du plus grand intérêt. On aurait réuni des résultats précieux pour les progrès de l'océanographie polaire. » 90 ans plus tard, l'Arctique, en pleine transformation, représente un enjeu crucial pour les scientifiques. Au cours de leur navigation vers le lieu du crash de l'Italia, à bord de Nanook, chacun a sa mission. On a toute une série d'informations au niveau du prélèvement, au démarrage et puis à la fin du déploiement du capteur. Donc on note simplement l'heure, la latitude, la longitude, histoire d'avoir les points GPS. La mission de Frédéric, le coordinateur scientifique de l'expédition, est d'étudier la présence de microplastiques dans les eaux éloignées de l'océan Arctique. Le but est d'évaluer l'impact de la pollution à nos latitudes sur cette région éloignée du globe. Avec Safiria, ils effectueront des relevés tout au long de la navigation. Donc tu vois là, la mer est calme, je pense qu'on va pouvoir déployer la manta. Donc c'est simplement un cadre métallique, l'eau va rentrer par ici, donc elle sera tractée derrière le bateau. Le filet, c'est un filet de 300 microns, donc il va se déployer derrière, et donc on va mesurer toutes les particules de plastique qui sont inférieures à 5 mm, qui sont supérieures à 300 microns. Attends, tu prends tout? C'est bon, ouais. À Ouais, deux, non, c'est bon. peut-être mieux. Non, mais ça va. Ça va. Ok, attention à toi. On peut y aller, je pense. On va le laisser pendant une demi-heure, on le retire, et ensuite tout ça c'est mis sous plastique et c'est envoyé en laboratoire. Donc au labo, ils vont mesurer, ils vont comptabiliser le nombre de particules, voir leur taille, leur poids, et éventuellement aussi doser les composés chimiques qui peuvent être fixés sur les microplastiques. Peter, on la ressort. Les déchets, les sacs plastiques, les gobelets, les pailles, enfin plus généralement tout ce qui est plastique est rejeté dans les fleuves, sur les littoraux, surtout dans les océans. Et puis ensuite il y a une fragmentation en petites particules, puis d'autres petites particules avec la lumière, avec différents mécanismes. Et on sait qu'il y a 15 tonnes à peu près de plastique par minute, 8 millions de tonnes par an qui arrivent dans les océans. Et ensuite il y a toute une partie qui disparaît, on ne sait où. Maintenant, on va aller remplir le carnet, on notera les points GPS, latitude, longitude, et puis l'heure à laquelle on a enlevé le dispositif. C'est effectivement une chance de se mettre dans les traces de Nobilet, qui était un grand explorateur, c'est quelque chose d'assez fantastique. Donc faire des mesures de plastique à ces latitudes extrêmes, c'est forcément quelque chose d'inoubliable. Tel un mirage dans le désert polaire, Ny-Ålesund accueille désormais Nanook et son équipage. Anciennement connue sous le nom de Baie du Roi, cette ville, une des rares du Svalbard, était le passage obligé de toutes les explorations polaires, le dernier sursaut de civilisation avant le pôle Nord. Aujourd'hui, Ny-Ålesund est une base de recherche internationale. Elle compte une centaine d'âmes à l'année, des chercheurs du monde entier observant au plus près le réchauffement climatique. Cette escale à Ny-Ålesund permet à Frédéric de partir en mission spéciale. Il retrouve un ingénieur de la base scientifique française pour aller poser un capteur de polluants chimiques loin de toute source de pollution.
Là, on va positionner un capteur de polluants chimiques, les polychlorobiphényles, les PCB. C'est une famille de composés chimiques qui ont été commercialisés pendant de nombreuses années en France et à l'étranger. Et c'est des polluants organiques persistants qui ont la particularité d'avoir une durée de vie très longue et de se déplacer un petit peu partout. On va monter sur la petite butte là. C'est vrai que tu dis que tu peux marcher pendant des jours et des jours là. Donc tu vois, en fait, on va venir positionner les mousses comme ça dedans. On va mettre la partie basse comme ça. On s'intéresse à ce polluant chimique pour une raison simple, c'est un polluant qui est toxique, c'est un polluant qui est cancérogène et c'est également un perturbateur endocrinien. C'est un polluant qui est liposoluble, donc qui se stocke dans la graisse des animaux et des hommes, et on peut avoir une bioaccumulation, une bioamplification de ce polluant dans la chaîne alimentaire. Donc tous ceux qui se trouvent au bout de la chaîne alimentaire peuvent être vraiment impactés par ce polluant. C'est un polluant qui voyage, on peut le retrouver très loin de sa source d'émission. Et c'est tout l'intérêt des études qu'on réalise ici. On est au Spitzberg, on est éloigné des zones de pollution, et le but c'est justement de venir voir, loin des sources d'émission, si on trouve effectivement des PCB dans l'eau et dans l'air. Puis maintenant on va le positionner par là. Je sais pas si on peut le caler avec des pierres, tu vois. C'est exactement ça. Je vais simplement repérer le point GPS pour être sûr que la prochaine fois qu'on vienne, on retrouve le capteur tout simplement. Bon bah allez, on y va. Rendez-vous dans 2 ans, en espérant qu'il n'ait pas été déplacé par un animal. On verra. En France, la molécule des PCB a été interdite en 1987. Mais ce n'est qu'en 2015 que l'ensemble des parcs de transformateurs responsables de l'émission de ces polluants a été rénové. Mais tous les pays ne l'ont pas interdit. Pourtant, la pollution n'a pas de frontières. À Ny-à-Lezoont, le reste de l'équipe Polar Quest a organisé des retrouvailles toutes particulières. Après la tragédie de l'Italia, les rescapés ont fondé des familles, eu des enfants. Aujourd'hui, ce sont ces petits-enfants, ces descendants des naufragés, qui pour la première fois découvrent ce lieu qu'ils ont si souvent imaginé. Venus d'Italie, ils ont effectué ce grand voyage pour le 90e anniversaire du crash du dirigeable. Cette idée de se retrouver après 90 ans avec tous les petits-enfants et que nos grands-pères aient été ici tous ensemble, c'est quelque chose d'incroyable. C'est ici, dans la baie du Roi, qu'a décollé l'imposant ballon le 23 mai 1928 à 4h38. Nobilé décrit ainsi son envol. Chacun étant à son poste, j'ordonnais le lâcher-tout. Les hommes abandonnèrent les câbles qui tenaient l'avant. Lentement, nous montions au milieu des hurrahs des 150 personnes présentes. On imagine ce que ça devait être pour tout l'équipage qui se préparait pour ces aventures et toutes les grandes inconnues car ces endroits étaient complètement inexplorés. Et puis, toutes les personnes à terre qui les aidaient à préparer, à déplacer ou à manœuvrer le dirigeable sur terre. Tout cela fait partie d'un morceau d'histoire qui nous est inconnu. Et ça nous procure une grande émotion. Je n'arrive pas à détourner le regard du pylône d'amarrage et à me dire que mon grand-père était là il y a 90 ans.
J'ai retrouvé cette prière que j'ai le plaisir de lire au nom de tous les descendants, ceux qui sont ici, mais aussi ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui sont de toute façon avec nous. C'est la prière des explorateurs de l'aéronef Italia. Évidemment, je pensais à mon grand-père, qui n'est plus là. Je suis sûr qu'il aurait aimé assister à une telle cérémonie avec nous tous. Et le fait qu'il ne soit plus là, c'est clair, je suis ému. Car c'est une partie de toi qui n'est plus là. Excusez-moi. Les descendants des rescapés ont apporté des objets qu'ils souhaiteraient que l'équipage emporte à la mémoire de leurs défunts aïeux. Une couronne de fleurs et une croix, comme celle que le pape Pie XI lui-même avait confiée à Nobile. Et ceci de la part de l'université grégorienne, de la part du recteur, à l'occasion du 90e anniversaire, ces 3 objets à lancer dans le lieu où vous trouverez le dirigeable. Oui, là où il a sombré, disons. Oui, c'est ça. Des offrandes que l'équipage s'est engagé à jeter à la mer, à l'endroit exact du crash de l'Italia, s'ils parviennent à l'atteindre. Une mission que tous prennent très à cœur. Pour eux, c'est incroyable et leur émotion est transmise aussi à moi, même si pour moi, l'important de cette mission, c'est la science, c'est l'exploration. Cette partie-là, c'est un petit plus, mais quand même, de les voir ici, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait vraiment une grande émotion. Ok, ici on est bon. L'équipage reprend le large. Ok, Rémi. Mais sans Frédéric, qui reste sur la base scientifique française. Il leur reste environ 2 semaines de navigation. Nanook remonte les côtes de l'île du Spitzberg vers le nord, des terres de plus en plus sauvages et difficiles d'accès. Cet isolement est l'occasion de tester une nouvelle manière de cartographier des zones peu documentées. C'est le géographe Gianluca qui en est responsable. Je suis un peu inquiet à l'idée de voler dans ces régions parce que vu qu'on est assez près du pôle magnétique, il peut y avoir des problèmes avec le magnétomètre qui est la boussole interne du drone. Ce qu'on va faire ici, c'est simplement de l'aérofotogrammétrie archéologique. Je ne pense pas que ça se fasse souvent depuis un bateau, à seulement quelques mètres du site visé. Gianluca rêve de faire voler son drone en Arctique depuis longtemps. Petit, il se rendait souvent chez la veuve de Nobile qui lui racontait les explorations polaires. Ok Mike, reste à côté. Contrairement aux satellites habituellement utilisés, le drone a plusieurs avantages pour la cartographie. Il vole bas et peut capturer des vues obliques. 63% de batterie, ça va assez vite. Oui, mais ça va encore. Il y a une épave entière de bateaux. Non, je pense que c'est un hangar. Un hangar. Mais en plein vol, le pôle magnétique se met à perturber le drone. Il faut que tu le fasses revenir. Il s'en va. Le drone s'en va? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu voles pas vers le bateau? T'es super haut.
Pourquoi tu ne reviens pas? Parce qu'il ne le fait pas. Il le fait pas? Je le vois. Oui, là. Ok, c'est bon. Heureusement, après 10 minutes de stress, Gianluca arrive à faire revenir son drone en mode manuel. Donc voyons voir ce que ça donne. On peut reconstruire de manière assez fiable la troisième dimension à partir d'une série d'images faites en 2 dimensions. Maintenant, on étudie une zone très difficile d'accès. Ça nous donne une idée de son état actuel au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on pourra ajouter ces données à une série de documents historiques sur ce lieu et suivre son évolution dans le temps. Pour voir, on peut zoomer un peu. Ce qui intéresse le géographe, c'est l'évolution du paysage arctique sur plusieurs années. Si cet équipement léger fait ses preuves, cette méthode, que Gianluca est le premier à utiliser, pourra être partagée à d'autres scientifiques. Ce matin, l'équipage choisit de débarquer au fond d'un fjord, à Bokfjordon, à quelques kilomètres d'un volcan qui était actif il y a 10 000 ans. L'équipe a choisi spécialement cet endroit pour tester une technique originale, la thermographie par drone. Gianluca espère relever les différences de température au sol grâce à des images infrarouges. C'est vraiment un truc de dingue. Imagine qu'on se trouve dans une ancienne région volcanique vieille de 200 ans. 200 000 ans. Ça fait longtemps. Et voilà ce qui reste. C'est toujours incroyable. Allons-y, allons toucher l'eau. C'est un écosystème spécifique. Sans doute, oui. Il doit être vraiment unique, car il est coupé du reste du monde. Allez, on y va. L'eau doit être bien à 25 degrés. Elle a une légère odeur de soufre aussi, très typique des eaux qui viennent des profondeurs de la terre. On surnomme ce lieu au bassin d'eau chaude les sources des trolls. Pour Gianluca, c'est l'endroit idéal pour tester les capteurs légers qu'il a fixés sur son drone. Ce qui est vraiment intéressant et nouveau, c'est qu'on dispose aujourd'hui de capteurs thermiques suffisamment petits pour pouvoir être embarqués sur un drone. On scanne l'ensemble de la zone, mais cette fois-ci avec la caméra thermique. L'objectif, c'est surtout d'observer si on a des différences de température au niveau du sol. L'objectif est atteint. Les zones les plus froides sont représentées en bleu et violet, et les plus chaudes en rouge et jaune. Ces images indiquent même l'emplacement des sources chaudes sous la surface du sol. Ces cartographies thermiques sont précieuses. Grâce à elles, les géologues pourront étudier des phénomènes biologiques de ces espaces, comme par exemple l'influence de la température du sol sur la végétation. C'est quoi ça? Ours. Wow. Je te jure, c'est un ours. De Dieu. Attends, il faut se regarder autour qu'il n'y ait pas des vivants, quoi. Et c'est quoi ces trucs noirs? Noir. Là, tous ces trucs noirs. Là, c'est des crottes. Ah. Un animal. Et ça, c'est quoi? Regarde. C'est la peau de l'ours. Regarde, Peter. On n'a pas trouvé les puces des sources, mais on a trouvé ça. Ah, regarde les dents. Ah, ça fait mal, ça. Je peux toucher? Dada. Ah. J'ai trop peur. Cette terre du bout du monde réserve son lot de découvertes incroyables. Ici, tout est différent. Nanook poursuit son aventure. À bord,
l'équipage a pris ses habitudes. Le café est prêt. Alors, c'est combien de slices de bacon? En cuisine, ce qui est important, c'est imaginer un petit peu des repas qui soient assez équilibrés, en tout cas qui remplissent bien, parce que dans un bateau, on a pas mal besoin de calories, hein, donc c'est surtout les calories qui sont mises en priorité. Donc il y a beaucoup de pâtes, il y a beaucoup de... Voilà, on essaie de varier entre pâtes, riz... pommes de terre, voilà, et surtout pas mal de féculents aussi. Ils sont juste à point. Ce matin, c'est Ombretta qui est à l'œuvre. Cette physicienne est ici pour étudier les rayons cosmiques. Ces rayons sont des particules chargées qui naissent de l'explosion d'étoiles dans des galaxies très lointaines. Ces rayons très nombreux se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière et sont invisibles à l'œil nu. À eux seuls, ils représentent 15% de la radioactivité naturelle de la Terre. Pour les capturer, Ombretta a installé un détecteur spécialement conçu pour l'expédition. Ah, voilà, ça c'est le détecteur des rayons cosmiques vu depuis l'intérieur du bateau. Le détecteur a été monté par ici, à la place d'un oblong. Ça a enlevé beaucoup de lumière pour la cabine, mais ça me chauffe aussi un petit peu. Et ça, c'est pas trop mal. Donc, quand je viens là, je contrôle que toutes les lumières sont allumées et de la bonne couleur. Plusieurs fois par jour, je me connecte au détecteur avec mon ordinateur et je prends une copie des données. Comme ça, je peux vérifier que les données soient raisonnables, je peux vérifier que tous les détecteurs fonctionnent, voir qu'est-ce qui se passe dans ce moment. Les rayons cosmiques, qui arrivent au sol en cascade de particules, peuvent s'étendre sur plus de 40 km². Ces particules contiennent des informations essentielles sur notre univers. C'est des informations qui peuvent nous donner la nature et l'origine des objets qui les ont générés, donc les types d'étoiles, des supernovas ou d'objets de laquelle ils sont partis. Ils nous ont donné aussi beaucoup d'informations sur la composition de l'atmosphère, surtout dans les couches plus hautes où notre connaissance était moins précise. La mission d'Ombretta permettra peut-être enfin d'achever ce qui avait été tenté pendant l'expédition de Nobile. Il y a 90 ans, aux mêmes latitudes, dans l'expédition Nobile, il y avait un scientifique qui faisait aussi des expériences et des études sur les rayons cosmiques. Je ne peux pas imaginer comment il faisait. Je suis très fière d'être là et de parcourir sa route et d'essayer de faire avec les milieux modernes ce qu'il faisait avec beaucoup plus de courage et beaucoup moins de milieux il y a 90 ans. Les rayons cosmiques sont les seuls éléments à pouvoir nous renseigner sur des phénomènes lointains de notre univers. C'est pour cela qu'il est fondamental de les étudier. Les chercheurs supposent même qu'ils pourraient être la cause de changements dans l'ADN des organismes vivants. Ces rayons, qui étaient une énigme au début du XXe siècle, se dévoilent peu à peu. Ok, quelqu'un à l'avant et tire. À l'avant, tu tires vers le bas. On y va. Nanook poursuit sa quête vers le nord. Le dirigeable Italia a émis son dernier SOS près du 82e parallèle. Les conditions de navigation sont de plus en plus difficiles. À cette latitude, la banquise s'est formée à la surface de la mer. 90 ans plus tôt, à cet endroit, la banquise n'était pas éparse comme aujourd'hui, mais pleine. Une glace épaisse mais fragile qui servit de radeau de survie aux naufragés dérivant pendant 48 jours.
Oui, je pense que les survivants, ils étaient dans une situation assez similaire, surtout les derniers jours quand la banquise fondait. Et ils avaient dû déplacer leur campement plusieurs fois pour éviter de couler. Dans leur dernier SOS, ils demandaient des bateaux, des radeaux, des canoës-kayaks parce que la glace fondait et le courage de ces gens de ne pas céder à un seul moment, de vouloir survivre jusqu'au bout dans des situations pareilles, c'est hallucinant. Nous, on est confortable sur un bateau, et on se met déjà dans leur peau là. Dans la cabine bien isolée de Nanook, on en oublierait presque qu'on est au bout du monde. Les repas s'enchaînent dans la bonne humeur. On est bien loin des quelques carrés de chocolat qui permirent aux rescapés de survivre 90 ans plus tôt. Oui, non, c'est bon. Bon app, hein. Bon app. C'est un grand bonheur, une grande émotion, pas du tout peur. On dirait des animaux de famille. Et il faut préserver la mer telle qu'elle est, pour nous et pour eux. Et si eux, ils vivent bien, ça veut dire que la planète est saine. La maman qui se roule dans la glace, on n'y croit pas, quoi. C'est dingue. C'est sur la banquise que les ours trouvent leur principale source de nourriture, les phoques. Mais parce que depuis 40 ans, la banquise diminue de manière exponentielle, les ours, tout comme le reste de la faune arctique, voient leur mode de vie bouleversé. Des chercheurs estiment une diminution de 30% de la population d'ours blancs d'ici à 2050. Le voilier rejoint doucement le nord de l'archipel. La glace est là, mais Nanook arrive à passer. Quelques semaines après le crash, Nobile et une partie de son équipage se séparèrent. 3 des 9 survivants partirent rejoindre ces terres. Apprenant cela par radio, des sauveteurs alpins se dirigèrent le long de la côte où les marcheurs étaient censés arriver. Si tu veux, là, leur campement de base, c'était au Cap Rubin. Alors, Cap Rubin, donc, qui est un peu au nord d'ici. Cap Rubin, donc je le vois ici sur la carte. Ouais, c'est là qu'ils avaient commencé. Okay. Les Alpins, commandés par Albertini, qui était un grand alpiniste italien, ils avaient parcouru 1000 km en ski pour aller à leur recherche, à la recherche du groupe à pied. Et ils avaient laissé tout le long de la côte des signalisations avec des tours de pierre, aussi avec des messages à l'intérieur et de quoi se nourrir et de quoi pouvoir regagner terrain pour ce groupe à pied. Écoute, là je pense tout de suite, on va profiter d'être dans un mouillage calme, plutôt bien abrité. Les conditions sont très favorables, donc je propose de commencer par une sortie terrestre pour mettre pied sur ce territoire historique, chargé d'histoire. L'équipage a mis pied à terre. À l'aide du drone, Gianluca espère trouver des traces laissées par les sauveteurs alpins.
Ouais, les voilà. C'est ça, les voilà. On le voit tellement bien, c'est dingue. Ces cairns dressés sur la falaise ressemblent à ceux laissés par les Alpins il y a 90 ans. J'essaie de tourner autour, ok? Ouais. On les voit si bien, c'est fabuleux. On devrait tout de suite le dire à nos amis. C'est clair. Ils vont être aussi émus que nous. On a trouvé un des cairns du groupe d'Albertini. Il a été désorienté. Mais la joie de cette découverte est de courte durée. La proximité avec le pôle magnétique crée de nouveau des interférences avec le GPS. Le drone redevient incontrôlable. Il y a des... Perturbations à cause du pôle Nord? C'est ça, oui. Je ne vois pas... Ah si! Tu le vois? Tant que tu le vois, c'est bon. Je viens de voir un petit point. Je pense qu'il est juste parti. On vient de perdre le drone à cause d'une déconnexion. Et il n'était pas en mode GPS parce que ça ne marche pas ici. Donc il ne peut pas revenir même s'il vole encore. Cette fois, même en mode manuel, impossible de retrouver le drone. L'équipe se résout à rentrer sur le voilier. Aux confins du monde, la technologie a ses limites. Un petit incident qui fait réaliser à l'équipage combien l'expédition de Nobile dut être un défi à l'époque. Nous, ici, on est très bien équipés. On a une radio, on a tous des vêtements chauds, on a un bateau qui est magnifique, qui nous accueille comme une maison, plein de vivres, etc. Eux, ils étaient dans des conditions météo bien pires que maintenant. Et puis, des conditions d'équipement absurdes. Sora et Fandanken, ils ont dû manger leurs chiens pour pouvoir survivre. Ils ont été repris par un avion danois sur l'île de Foyn, à bout de force. Nous, aujourd'hui, on a tenté de retrouver un drone perdu, on l'avait à vue, on sait où il est tombé. On a 2 équipes à terre, un autre drone qui cherche, 6 personnes. Et on n'a pas réussi à le trouver. Et déjà, ça nous semble un exploit. Donc ces gens-là étaient des gens hyper courageux. C'est surhumain ce qu'ils ont fait. Bloqué. C'est pas très joli. Après des jours sans croiser personne, alors qu'ils se rapprochent du point du crash, l'équipage fait une rencontre inattendue. 2 Suédois à bord d'un kayak demandent de l'aide. Partis faire le tour du Svalbard, l'un d'eux s'est blessé à la côte. Maintenant, on est vraiment à bout. Ça fait du bien. Ça fait 44 jours. 44 jours? Ouais. Donc on est fatigué et blessé. Je prends des médicaments parce que j'ai une côte cassée ou un truc comme ça. On va vers le sud. En fait, on cherche quelqu'un pour nous remorquer. Vers où? Soit Longyearbyen ou Tromsø. N'importe où lié de la civilisation. Une part de pizza? Vous voulez de la pizza? Oui? Vous avez ça? Oui. Ouais. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais dans ces territoires reculés, un morceau de pizza est déjà d'une grande assistance. Bon courage les gars. Merci. Merci. L'équipage retrouvera plus tard ces 2 rameurs pour les remorquer. Pour le moment, l'équipe Polar Quest n'a pas encore terminé sa mission.
Nanook arrive enfin près du lieu où le dirigeable Italia s'est échoué. Le moment est venu de sortir l'outil qui va les aider à pister l'épave du dirigeable, le sonar. Le sonar permet de voir le fond sous le bateau en détail et les objets qui se trouvent au fond du bateau. Donc ça sert à mesurer la profondeur, la forme du fond de la mer et puis de trouver les objets qui se trouvent sur le fond de la mer. En l'occurrence, les pièces qui restent du dirigeable Italia, qu'on espère trouver avec ça. Mike et Gianluca effectuent des tests au mouillage où la profondeur n'excède pas 10 mètres. Ok. Le sonar peut déceler des objets jusqu'à 300 mètres de profondeur. Mais une fois installé, il ne fonctionne pas comme prévu. À nouveau, la technologie fait des siennes. La transmission entre le sonar et l'ordinateur ne s'établit pas. Pendant plusieurs heures, Gianluca et Mike vont tout mettre en œuvre pour tenter de tout faire fonctionner. Il y a urgence, car Nanook est en train d'arriver dans la zone du crash de l'Italia. À cette époque, normalement, il y a de la glace, donc nous, on a la chance qu'il n'y ait pas de glace, on peut y aller. Ça fait beaucoup d'émotions, un peu de, pas de crainte, mais disons, les conditions arctiques, là, on les vit vraiment. C'est certainement un des points cruciaux de Polar Quest. C'est un des points qu'on a toujours dit, on va tenter de le faire. Là, c'est vrai, ça va se faire. Et c'est un grand résultat pour nous, certainement. Malheureusement, l'équipage joue de malchance. Malgré de longs réglages, la liaison entre le sonar et l'ordinateur ne fonctionne que partiellement. En fait, on ne peut pas voir ce qu'il y a directement sous le bateau. Pour ça, on a besoin d'analyser les données avec un autre programme qui ne marche pas parce qu'on a un module qui détermine la position qui ne marche pas toujours. Ce qu'on voit sur l'ordinateur, c'est la seule chose qu'on peut visualiser. C'est-à-dire qu'on a une image du fond sous le bateau, à droite et à gauche du bateau. Et on voit qu'on a une profondeur de 50 mètres et on voit la forme à droite et à gauche sous le bateau. En théorie, en ce moment, s'il y aurait quelque chose d'intéressant, comme on n'est qu'à 50 mètres, on pourrait effectivement reconnaître une forme d'un avion ou d'un navire ou un sous-marin ou d'un gros rocher. Nanook va sillonner la zone du crash pendant plus de 7 heures. Mais à cause de l'installation qui ne fonctionne qu'à moitié, ils savent qu'ils risquent de passer à côté de l'épave de l'Italia. Ils devront attendre que toutes les données collectées soient analysées à leur retour. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils sauront s'ils ont bel et bien navigué au-dessus des restes du dirigeable. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici, au point du SOS? C'est vraiment incroyable d'être ici. On est au milieu de nulle part. C'était un endroit d'aventure et de conquête, dans un environnement très rude. Et ça procure un sentiment très bizarre. Ça y est, Nanook a atteint le point exact du dernier SOS émis par l'Italia. Même s'ils ne peuvent savoir avec certitude où exactement a sombré le dirigeable, toute l'équipe souhaite rendre hommage aux disparus et remettre à la mer les objets qui leur ont été confiés à Ny-Ålesund. Ok, on a affalé le phoque. Le bateau avance lentement.
deux équipiers sur le pont avant. On va garder un œil sur eux. Ouais. Je vais enlever un peu le bordel ici parce qu'il Donc on va lentement dériver au-dessus de la position exacte du premier CES reçu. Voilà, Safi, tu la poses sur le couvercle là. On peut mettre ça à l'intérieur. Au nom des familles des disparus et des familles de l'entier équipage du dirigeable, l'équipage à bord de Nanook engagé dans l'expédition Polar Quest 2018 a l'honneur aujourd'hui, 12 août, 12 ou 13 aujourd'hui 13 août, de rendre hommage aux disparus à leur grand courage, qui repose en paix. Aux explorateurs, quels qu'ils soient, que vos âmes reposent en paix. Vas-y, Safi. Ça fait quelque chose de savoir ces sacrifices au gré des explorations, qu'ils soient arctiques ou ailleurs. Je pense que c'est ça aussi qui fait avancer l'histoire de l'humanité. Tout à fait. C'est ces gens qui sortent du lot, qui font l'impossible, qui osent. Et ils le savaient. Au risque peut-être de leur vie. Ouais. C'est assez fabuleux. Merci Peter pour nous avoir amenés ici. Bravo. C'est une belle réussite. Ouais. L'aventure se termine pour toute l'équipe Polar Quest. La mémoire des naufragés du pôle est honorée. Comme un secret bien gardé, l'océan glacial conserve en lui une partie du mystère de l'Italia. L'équipage remporte aussi de cette expédition de nouvelles données précieuses qui seront analysées. Un travail fondamental pour comprendre cette région du monde si fragilisée. Un paradis si loin de nous, mais dont le destin impacte celui de notre Terre tout entière.